Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV. C'est bientôt la rentrée scolaire, mais au lieu de parler du port du masque obligatoire dans les écoles, nous allons aborder un sujet également lié à l'enseignement, mais sans rapport direct avec la crise sanitaire. Il s'agit de la classe du futur ARC. Pourquoi? Parce qu'elle représente une révolution des méthodes d'enseignement absolument nécessaires pour répondre aux enjeux professionnels de demain. Elle permettra à nos étudiants d'acquérir durablement les savoirs, de construire leurs propres réflexions et de devenir des diplômés polyvalents, volontaires et immédiatement employables. Mais qui a inventé la classe du futur ARC? Pourquoi représente-t-elle une révolution des méthodes d'enseignement? Dans quels établissements scolaires est-elle pratiquée? Pour en parler, je suis avec Cyril Laurent, directeur marketing de la société PixMinds, qui est donc le porteur du projet Classe du futur ARC. Cyril Laurent, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, si je ne me trompe pas, vous deviez venir ce matin, mais en raison de la préparation de la visite dans votre société de la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie Agnès Pannier-Runacher, en fait, vous n'êtes venu que maintenant. Bienvenue d'abord. Alors, pouvez-vous nous donner quelques détails sur la préparation de cette visite ? Alors déjà, on a sollicité effectivement la ministre pour venir inaugurer cette classe à la rentrée. Donc voilà, c'est une demande qu'on a formulée auprès du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, parce que c'est la résultante, ce projet est la résultante de beaucoup d'acteurs, y compris de la BPI, qui a contribué au financement de ce projet avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça nous paraissait être opportun de prévoir quelque chose pour lancer cette aventure officiellement, et j'espère qu'elle pourra venir nous rendre visite, alors que ce soit elle ou Cédric O, qui est également secrétaire d'État au numérique. Voilà, on espère la visite d'un des membres du gouvernement pour marquer cette rentrée et puis aussi pour donner des perspectives sur le sujet de l'enseignement et des nouvelles technologies, puisqu'en fait notre projet allie nouvelles technologies et nouvelles méthodes pédagogiques. Oui, c'est donc un projet innovant et révolutionnaire, hein. Le gouvernement français est au courant de cela, bien sûr. Oui, parce que PixMinds n'était pas très connu encore il y a 2 ans, 3 ans. On a eu pas mal de sollicitations de la part des médias et de la presse l'année dernière, puisqu'au retour du CES de Las Vegas, PixMinds a obtenu 6 awards d'innovation. 6 prix. Voilà, 6 CES Innovation Awards, et ça a classé PixMinds 3e mondial, juste derrière Samsung, qui a eu 16... Félicitations. Merci. 16 Awards d'Innovation, MSI également, qui était 2e avec 12 CES Innovation Awards, et puis PixMinds, entreprise française qui a fini sur le podium à la 3e place, juste devant d'ailleurs tous les mastodontes de notre secteur que sont Dell, Motorola, Sony, etc. Donc c'est vrai que c'était un petit événement, on en était très fiers, et ça nous a valu pas mal de publications et de passages presse, télé, et ça nous a fait un petit peu connaître et mis le focus sur notre entreprise. Voilà. Ouais, vous êtes maintenant connu et vous êtes satisfait en fait des performances obtenues. Voilà. Au prix de beaucoup d'efforts. Mais revenons maintenant plus précisément sur le projet dont vous êtes le porteur, qui est la classe du futur ARC. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la classe du futur, elle repose déjà sur une technologie propriétaire de PixMinds qui a été brevetée aux États-Unis, qui est une technologie qui permet de rendre interactifs des surfaces, des espaces, sans limite de configuration ou de taille. Donc concrètement, c'est un espace, une classe normale qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, et qui, à la place du tableau traditionnel qu'on connaît, ou noir, du projecteur qui permet de diffuser un cours, on a équipé cette classe de notre technologie, et en fait vous avez 12 mètres de long sur près de 2 mètres de hauteur d'écran interactif
qui peut fonctionner de manière simultanée, on appelle ça multi-touch. Donc, vous pouvez, imaginez-vous, vous êtes en classe et vous avez donc un professeur qui peut se servir de cet écran géant tactile, interactif, pour diffuser ses cours sous différents formats numériques, mais également qui peut y intégrer des jeux interactifs. Je dis bien le terme jeu parce qu'on rentre dans concrètement dans ce qu'on a appelé le serious game. Donc c'est de se servir de ce qui fonctionne dans le monde du gaming, de l'e-sport, et qui fait le succès justement des jeux et des relations internationales entre des jeunes, des générations autour d'un jeu. Eh bien, on essaye de transposer ça dans un secteur, dans un domaine un peu plus sérieux, qui est le monde de l'éducation et de l'enseignement, pour faire en sorte tout simplement que les étudiants bénéficient d'un support qui est attractif pour eux, puisque quand on voit maintenant le nombre de personnes qui utilisent un mobile ou qui utilisent des écrans, eh bien, on sait qu'il y a un attrait pour la technologie, pour l'interactivité, et simplement, ce n'était pas forcément encore très divulgué dans le secteur de l'enseignement. Et cette classe permet à des étudiants, avec un professeur, d'animer un cours qui est plus interactif, plus participatif, puisqu'on peut avoir plusieurs groupes d'étudiants qui, au même moment, vont répondre à un quiz ou répondre à des cas pratiques, des cas business, des business cases, comme on dit, en travaillant en collaboratif ou de manière participative. Ça veut dire que, alors, cet écran-là, de 12 mètres, c'est ça? 12 mètres de long, de 12 sur mètres à peu près 2 mètres de hauteur. Sur 2 mètres de hauteur, en fait, peut contenir plusieurs modules. Et ça permet à des étudiants qui sont présents dans la salle, en fait, de participer à l'un des modules. Exactement. C'est ça, hein? Mais il n'y aura pas trop d'interférences, là, entre les groupes? Alors, en fait, Parce que c'est dans la même salle quand même. C'est dans la même salle. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contenus pédagogiques sont élaborés par des enseignants de l'école qui a permis de faire émerger ce projet, qui s'appelle l'INSEC, c'est le groupe INSEC, qui est un groupe d'enseignement supérieur qui compte plus d'une quinzaine de campus. Voilà. Et également un laboratoire de recherche qui s'appelle le LIRIS, qui est un laboratoire de recherche à la pointe sur tout ce qui est interface homme-machine et intelligence collective. Donc, le but du jeu, c'est maintenant que cette technologie est déployée dans cette classe, de bâtir un contenu pédagogique qui favorise justement le travail collaboratif, qui favorise l'adhésion des étudiants à un programme pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on va les rendre acteurs de leur formation et acteurs des contenus pédagogiques. Ils auront la possibilité de créer, par le biais du logiciel qui fonctionne avec notre technologie, de créer des applications, des exemples, des cas pratiques qu'ils pourront justement présenter et partager pendant les cours, qu'ils se fassent de manière physique dans la classe ou également à distance. Voilà. Oui, mais c'est de l'enseignement participatif. Tout à fait. Donc, mais dans ce cas-là, oui. Ça risque quand même de diminuer le rôle du professeur, non? Alors, non. Pourquoi? Non. Parce que, justement… Il fait quoi? Il fait de l'animation? Comment ça? En fait, concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas concrets? Par exemple, vous êtes professeur, je suis étudiante, je suis présente dans la salle, en même temps que mes camarades de classe. Oui. Voilà, en fait, il y a un seul professeur, c'est ça, qui anime le cours. Il y a un professeur. Voilà, il y a des écrans, par exemple. Voilà, comme ça marche ici dans votre studio. On est, allez, 20. Voilà, 20, ouais. Et donc, il va pouvoir… Alors, le premier cas concret de cours qu'on a développé, c'est un cours de marketing. Bon. Pour des étudiants bachelor en marketing. Okay. Donc, il y a un contenu théorique, classique,
qui peut être affiché sur plusieurs écrans. Donc on peut passer d'un écran à un autre pour bien avoir le plan et la succession du déroulé du cours. Ouais. Et on peut faire des pauses sur une partie du cours pour lancer par exemple un quiz. Donc imaginez une série de questions à choix multiples qui est présent sur différents écrans. Donc ça permet aux professeurs de solliciter des élèves présents dans la classe, mais aussi potentiellement à distance derrière leur ordinateur, pour venir répondre à ce quiz. Et en fait, vous avez justement le côté qu'on aime bien dans le monde du e-sport, c'est que c'est un peu un challenge. C'est-à-dire que si on se retrouve à côté les uns des autres à répondre au quiz, et à la fin, il y en a un qui a gagné, qui a fini premier, deuxième, troisième, et on va calculer le temps de réponse, on va calculer le nombre de bonnes réponses, on va calculer, voilà. Et ça, c'est tous des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer, premièrement, l'évolution d'un élève par rapport à un contenu pédagogique, et de créer cette émulsion parce que en fait ils sont les uns à côté des autres et ils peuvent participer activement justement à ce challenge ou à ce quiz. Par ailleurs, autre exemple, le professeur présente un cas pratique avec des données économiques ou des données voilà, sur un contexte business, et il va demander aux étudiants de donner des exemples de projets ou de produits qui seront impactés par ces données économiques. Il va pouvoir justement rentrer son cas pratique. Et le professeur… Il rentre son cas pratique voilà, sur un ordinateur. Sur un ordinateur. Ou alors, chacun apporte son ordi, c'est ça? Voilà. Il interagit avec l'écran. Exactement, il peut interagir avec l'écran et proposer justement son exemple, son cas pratique qu'il peut présenter devant tous les autres étudiants. Et le professeur va sélectionner les différents cas au hasard et dire « Ah tiens, Guillaume ou Véronique ou Mathilde, allez, venez présenter votre cas ». Et dans ce cas-là, l'élève devient justement acteur, utilise la technologie et s'approprie une technologie qui est moderne, révolutionnaire, vous l'avez cité, on l'espère, et justement va s'aguerrir un petit peu plus des technologies les plus à la pointe en matière d'interactivité et de show et de présentation. Et ça, c'est des choses, quand il sera en entreprise, avec lesquelles il sera plus à l'aise. Si jamais il est amené à faire une présentation ou à animer une réunion de direction ou une réunion d'équipe, il aura déjà eu une expérience d'interactivité, de jouer avec les technologies et avec un contenu pour, encore une fois, être plus à l'aise, donc plus efficace, plus performant et capter davantage l'attention de son auditoire. Ouais. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette méthode dans l'enseignement de tout type de cours? Parce que là, vous avez cité deux exemples, l'exemple d'un cours de marketing et d'un cours de business. Mais si par exemple, il s'agit d'enseigner la physique, la chimie ou la médecine, comment ça marche alors? On a envie d'en savoir plus. Alors, je rassure tout le monde, on ne va pas remplacer l'éprouvettes, on ne va pas remplacer justement les produits chimiques qu'il faudra manipuler par la suite. En revanche, on est capable d'accompagner un certain nombre de cours à travers justement un contenu qui est interactif et pédagogique. Donc le but, encore une fois, c'est de favoriser l'intelligence collective. L'intelligence collective. Et voilà, et donc de mettre les technologies au service de cette intelligence collective. Donc ça passe par d'abord du hardware, donc voilà, notre fameuse technologie et ces écrans qui permettent de le faire, et puis ensuite tout un travail qu'on a initié avec ce laboratoire de recherche, avec l'INSEC et d'autres partenaires en R&D, sur comment utiliser l'interactivité au service d'un enseignement nouveau, car justement plus collaboratif, plus participatif et donc on l'espère au final bien sûr plus efficace parce que encore une fois quand on voit l'attrait et la révolution des écrans sur la planète,
Tout le monde aujourd'hui a un mobile et utilise C'est ça. justement au quotidien ce genre de technologie. Et bien en fait, on a voulu simplement doter les entreprises et notamment l'enseignement de technologies à la pointe qui a des avantages, ou en tout cas qui va plus loin qu'un écran comme vous avez devant vous. Voilà. Vous êtes, je ne vais pas dire isolé devant votre écran, parce que vous communiquez avec le monde entier avec votre écran, mais ça. en revanche, c'est compliqué qu'on soit plusieurs derrière votre écran. Et ben, en s'affranchissant justement de cette taille, de ce format, eh bien, on ouvre l'interactivité à un nombre potentiellement illimité de personnes. Techniquement, on n'a pas de limite pour pouvoir constituer des surfaces qui sont interactives et donc dynamiques. Ouais. En fait, il y a 3 entités qui ont participé à l'élaboration du concept classe du futur ARC. Tout à fait. Il y a PixMinds, il y a donc l'IRIS, qui est un laboratoire de recherche, et INSEC. Est-ce que vous pouvez nous dire avec un peu plus de précision qui fait quoi? Alors, PixMinds a apporté la technologie ARC qui, justement, comme je l'expliquais, permet de rendre interactif des surfaces sans limite de taille. Donc là, c'était 12 mètres, mais on aurait pu faire 20 mètres, 30 mètres, pas de limite. L'INSEC est venu apporter sa classe, son établissement, ses élèves, ses professeurs, voilà, pour travailler justement sur ces contenus pédagogiques et sur l'efficacité d'un enseignement numérique et interactif. Et le laboratoire de recherche l'IRIS, c'est, je crois, 300 chercheurs, professeurs, enseignants sur tout ce qui est IHM et informatique. Qu'est-ce que c'est IHM? IHM, pardon, excusez-moi. IHM, ça veut dire interface homme-machine. Interface homme-machine. Exactement. Qui est au cœur de votre projet? Alors, ça, PixMinds est un groupe français qui conçoit, fabrique et distribue des produits technologiques et innovants consacrés aux interfaces homme-machine. Par exemple, on a conçu une souris nouvelle génération. C'est un accessoire informatique. Plus moderne que ça? Pardon? Plus moderne que ça? Légèrement. Légèrement. On n'arrête pas les progrès. Allez-y, je vous laisse continuer. Donc voilà, donc c'est un exemple d'IHM, la souris. Donc on en conçoit et on en distribue également. On a eu beaucoup de prix également sur ce produit-là au CES de Las Vegas. Et à côté de ce type de produit, on a justement une autre forme d'IHM. Ce sont des écrans interactifs, dynamiques. Et donc, le concours du laboratoire de recherche, c'est plus sur justement les méthodes d'enseignement et les contenus pédagogiques pour toujours avec le même objectif, c'est de rendre plus efficace l'enseignement et de gagner en attention et de gagner en efficacité pour que l'enseignement soit plus partagé et plus efficace et qu'à la fin, nos écoles soient mieux classées, par exemple, dans le classement de Shanghai. Le classement de Shanghai, oui, c'est ça, le fameux classement de Shanghai, donc, où les positions principales sont trustées par beaucoup d'écoles et d'universités américaines. C'est voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi innover dans notre façon d'enseigner. Ça ne remplacera pas d'autres modules ou d'autres cours peut-être plus traditionnels ou sur d'autres formats, mais c'est encore une fois un outil complémentaire, moderne, qui permet de tester et de mesurer des résultats en matière de qualité d'enseignement et d'employabilité au final, comme vous l'avez dit en introduction, pour les étudiants. Alors donc c'est la société PixMinds qui a inventé la technologie ARC. Qui est utilisée donc dans le concept classe du futur ARC, on est bien d'accord. Exactement. Alors c'est une technologie française. Effectivement, c'est une technologie française qui a été inventée par le fondateur de PixMinds, Lionel Chataignier, qui est un inventeur incroyable. Il est à l'origine de la plupart des inventions qui aujourd'hui sont
produite et distribuée par PixMinds. On parlait de la souris, voilà, ça c'est un bon exemple. Donc on dépose des brevets et on développe et on innove sur des technologies et ensuite on va présenter ces technologies notamment au CES, mais pas que. Par exemple, la souris dont on parlait a obtenu 2 prix prestigieux en Allemagne, le German Innovation Award et le German Design Award, qui sont les récompenses en matière d'innovation technologique les plus connues ou reconnues en Allemagne. Donc, aux États-Unis, alors le Graal, c'est les Awards d'Innovation que l'on peut obtenir au CES, qui est quand même le plus gros salon au monde et un salon qui est consacré aux nouvelles technologies et aux produits high-tech. Donc c'est un peu la grand-messe qui nous permet de savoir si nos innovations elles vont trouver un écho plutôt favorable dans notre secteur et ça nous aide aussi d'un point de vue business parce que quand vous avez un produit qui a obtenu des récompenses, ça facilite les entrées ou la distribution par des gros distributeurs américains, européens ou asiatiques. Ben, je crois que vous avez répondu à ma question, la question que j'allais vous poser tout à l'heure, à savoir que votre technologie elle est française, Oui. mais vous l'avez brevetée aux USA parce que c'est là-bas que vous pouvez obtenir la récompense la plus, on va dire, reconnue dans le monde. C'est ça. Hein. Ouais. Ben, en fait, il y a plusieurs enjeux sur le dépôt de brevets aux États-Unis. D'abord, c'est un marché important avec des débouchés commerciaux qui peuvent être considérables pour une entreprise comme la nôtre. Donc, le marché américain fonctionne beaucoup par le biais de brevets. Donc, obtenir un brevet aux États-Unis, ça permet de protéger notre invention, mais ça permet aussi de confirmer que notre innovation, elle revêt un caractère unique. Donc, notre procédé et ce qu'on a créé et inventé à travers cette technologie, déjà, premièrement, on est protégé, donc ça nous donne un peu plus de marge de manœuvre par rapport à une concurrence potentielle. Et surtout, ça permet de valider le fait que ce qu'on fait est unique et qu'on a plus de marge de manœuvre en termes de perspective pour investir en R&D et développer la technologie et l'enrichir et l'améliorer en retour des expériences clients que l'on peut avoir, que ce soit dans le domaine de l'éducation, comme avec cette classe du futur, mais également potentiellement dans d'autres secteurs ou d'autres domaines où on peut utiliser la formation continue, par exemple. Voilà, on peut y aller, il y en a beaucoup derrière, mais on peut l'utiliser effectivement dans la formation professionnelle, on peut l'utiliser, vous me demandiez si ça pouvait être utilisé aussi dans d'autres classes pour des populations plus jeunes. C'est ça, la réponse clairement. C'est la question que j'allais vous poser. Hein. La réponse clairement est oui. Il existe déjà des applications ou des logiciels pour permettre à des enfants d'apprendre à coder en informatique, d'apprendre des langues, d'apprendre plein de choses. Eh bien, on essaye d'y ajouter justement ce côté interactif et ce côté grande taille pour que plusieurs étudiants, plusieurs enfants puissent privilégier ou travailler le travail, plus privilégier le travail en équipe. C'est ça l'idée, c'est que on veut sortir de cette idée que les écrans c'est mauvais, que c'est pas bon, ça rend débile, etc. Voilà, c'est des choses qu'on entend, qu'on peut entendre. Oui. Et justement, on est en train d'essayer d'apporter une réponse en évoquant le fait, mais attendez, si un écran il est géant, si l'interactivité peut être activée dans n'importe quel endroit de l'écran, eh bien ça veut dire qu'on peut construire des jeux pédagogiques dans lesquels peuvent s'engouffrer les enfants. Donc ils peuvent à la fois avoir une expérience technologique de pointe, avoir une expérience technologique positive et toujours en étant dans un environnement social, dans un groupe, pour favoriser les échanges et développer l'intelligence collective. Eh bien, vous venez de me donner une idée. Vous pouvez peut-être un jour inventer ce qu'on appelle la télé du futur ARC, non ?
Ben voilà, elle est là. Imaginons, Alors, projetons-nous. Voilà, c'était un bon rendez-vous cas dans quelques d'école. années peut-être, ou dans quelques mois. Eh bien, on peut commencer à en discuter quand vous voulez. En tout Voilà. cas, vous pouvez imaginer que dans votre studio, l'ensemble des murs soient équipés de cette technologie, donc Ouais. avec des écrans qui diffusent justement un certain nombre de contenus. Et par exemple, dans ce cas-là, on peut se lever et on peut aller cliquer. Alors, on peut aussi le Mais faire à ça distance. existe déjà en Bien Chine sûr. Et TF1 utilise Oui, aussi oui. ces technologies. Les Chinois aussi, les présentateurs se lèvent et puis quand il s'agit de présenter une information en particulier, le présentateur il se lève, il se met devant l'écran et puis paf, il pointe du doigt le point sur lequel il veut, comment dire… Alors oui, vous avez raison, il existe déjà des ça écrans existe déjà, donc interactifs. il faut quelque chose de plus innovant encore. Exactement, mais Voilà. ça se joue principalement après sur les résolutions, sur la taille, sur la robustesse des composants, Ouais. sur l'intégration dans l'environnement pour que justement, là je regardais vos écrans, vous avez des petites séparations entre chaque écran. Bon, nous, on peut s'affranchir de ça et faire en sorte que ce soit un vrai mur complètement intégré d'écran. On peut les faire également sur mesure, donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir qu'un seul immense écran sur toute la surface. Donc il n'y a pas de bordure ou rien du tout, c'est vraiment que l'écran qui est présenté. Et surtout, on peut l'utiliser également à distance avec différents types d'objets. Ouais. Donc ça marche de manière tactile, mais ça marche aussi avec n'importe quel objet. Et on peut faire fonctionner ça également à distance par le biais de laser. Voilà, donc il y a toute une série d'accessoires qui va avec justement l'utilisation de notre technologie. Et on a un potentiel devant nous en termes d'évolution technologique qui est juste énorme et qui nous est un petit peu réservé entre guillemets par le fait qu'on a pu protéger notre technologie, notamment avec un brevet aux États-Unis. Voilà. Dans quels établissements scolaires on peut en fait utiliser, mettre en pratique la classe du futur ARC aujourd'hui en France? Alors, c'est peut-être INSEC? Exactement. INSEC, donc pour l'instant, la classe est fonctionnelle et va être utilisée à la prochaine rentrée, donc à partir du 7 septembre, par les étudiants de l'INSEC dans le campus à Chambéry de l'INSEC. Voilà. Ça démarre à Chambéry. Hein. Exactement. Ouais. Nous sommes originaires de Chambéry et il s'avère que l'INSEC avait un campus juste à côté. Donc ça facilite aussi nos échanges et les évolutions et tous les tests de R&D qu'on peut faire dessus. Donc dans toutes les classes, on va dire, de l'école. Non, c'est une classe pour l'instant. C'est une classe pour l'instant. Et oui, et après, le but, c'est potentiellement d'équiper d'autres classes ou surtout d'autres campus. Pourquoi? Parce que imaginez que l'INSEC a à peu près une quinzaine de campus. Eh bien, vous pouvez avoir une classe du futur dans chaque campus et donc un professeur peut animer sa classe dans 15 campus différents. Voilà. Alors, quand on a des intervenants prestigieux, des chefs d'entreprise, des influenceurs importants, etc., ils ne peuvent pas être présents dans les différents endroits, mais en tout cas, on leur donne la possibilité de pouvoir interagir et de pouvoir échanger avec tous les étudiants qui sont présents dans chaque classe du futur, dans chaque campus, y compris ceux qui sont à distance et qui sont derrière leur ordinateur. Vous avez mis combien d'années à concevoir la technologie ARC? Alors, l'origine de cette technologie, c'est 2015, donc il a fallu presque 5 ans pour avoir la vision. Ça part par l'idée, la vision. Ensuite, les premiers tests, les premières validations technologiques, après la première proof of concept. Donc, on a eu d'autres réalisations que la classe du futur se basant sur cette technologie. Vous avez testé d'autres Oui, tout à fait. On utilise cette technologie dans un baby-foot, par exemple, où la table, c'est un baby-foot comme vous pouvez en connaître, mais simplement on a rendu interactive la table qui permet donc de créer des jeux sur le concept du baby-foot où vous pouvez rajouter des bumpers, des x2 ou de la communication, etc. Donc ça, c'est un exemple. On a également travaillé déjà avec l'école polytechnique X, où on a conçu pour un laboratoire de recherche
un meuble qui permettait d'illustrer et de faire voir les résultats des travaux de recherche sur la tectonique des plaques. Donc, en travaillant et en apposant ses mains sur le mobilier, vous voyez les réactions en matière de tectonique de plaques. Donc, on voit les montagnes se former, on voit les failles se créer, etc. Donc, voilà un exemple, quelques exemples concrets d'utilisation de cette technologie voilà, dans différents secteurs. Donc, si j'ai bien compris, hein, cette technologie, elle est utilisée pour l'instant dans l'enseignement. Hein. On est bien d'accord? Oui, ça a été une volonté de notre part, tout simplement parce que, oui, ok, on est là pour inventer, on est là pour faire du business, mais on a aussi conscience que il faut rendre accessibles ces technologies pour ceux qui potentiellement en ont le plus besoin. Donc oui, il y a des débouchés dans le monde de l'entreprise, dans le monde des parcs d'attractions, dans le monde de la publicité, etc. etc. Ouais. Mais on avait une vraie volonté d'adresser un sujet de société. Alors, il n'est pas que particulier à la France, mais en tout cas, comme on est une entreprise française, comme c'est une technologie française qui a été en partie financée par des fonds publics français, ça nous paraissait évident de rendre un petit peu la confiance qu'on nous a accordée et de transmettre cette technologie et de l'ouvrir en collaboration avec des labos de recherche et avec des enseignants pour essayer d'être meilleur et de gagner et de faire gagner des places dans le classement de Shanghai ou dans d'autres classements que je ne connais pas forcément tous, mais en matière d'enseignement et permettre à nos étudiants français, à nos enfants, de s'aguerrir un peu plus avec les nouvelles technologies, avec des nouvelles formes de collaboration et de travail, et d'être plus aguerris là-dessus et d'être plus employable, vous utilisiez le terme. Employable. Et d'être plus C'est le mot que j'ai repris dans votre communiqué de presse. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question à vous poser parce que toujours dans votre communiqué de presse, vous dites que cette technologie permettra aux étudiants d'acquérir durablement les savoirs. Alors, j'aurais besoin de quelques précisions de votre part. Parce que quand on apprend quelque chose, et ben souvent, par exemple, un concept qu'on apprend, et puis le lendemain, le surlendemain, on a déjà oublié, je vais dire 80%, hein, qu'est-ce qui reste, 10%, voire 5%. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette méthode, elle permet aux étudiants d'acquérir durablement les savoirs? Eh bien, en fait, on est parti du principe suivant, c'est que dès lors que vous êtes dans un univers immersif et que vous êtes contributeur d'une partie de ce contenu pédagogique, forcément, vous avez co-construit un contenu pédagogique ou des illustrations ou des cas pour rendre plus concret et plus pratique justement l'enseignement théorique. Et donc, vous avez plus de chances de vous en souvenir. On se souvient plus. Parce qu'on a fait l'effort de et de retenir. Et puis, on se dit que c'est là où la technologie, justement, peut avoir son apport. C'est que, justement, ces premiers contacts avec une innovation technologique fait qu'on se souvient de ce moment-là. Je vous donne un exemple très concret. On utilise, on présente notre technologie sur différents salons. J'ai emmené mes enfants pour la première fois, j'ai 3 enfants en bas âge, 7, 9 et 10 ans, et je les ai emmenés pour découvrir cette technologie. Ça n'a pas loupé, j'ai même pas eu le temps de leur expliquer qu'ils étaient déjà en train de jouer avec l'écran et de s'amuser parce qu'on a différents contenus qui peuvent être aussi ludiques et dans le domaine du gaming, et ils s'en souviennent toujours. C'est incroyable. Ils s'en souviennent toujours. Quand je leur dis, tu te souviens quand on était... ah oui, l'écran, on avait joué. Voilà, ils s'en souviennent. Donc,
ce qui marche avec des enfants en bas âge, avec encore une fois les limites qu'on évoquait et toute la précaution qu'il faut avoir autour de ces sujets en relation avec justement toutes les personnes qui sont dans le monde de l'éducation au contact des enfants et de leur évolution, eh bien, on se souvient de ce genre d'expérience et ça marque. Et donc, on pense, on verra si les résultats nous le démontrent, mais que les étudiants, on va leur donner envie de se rendre en cours, de découvrir cette technologie, de se l'approprier, de l'utiliser et de l'utiliser dans un cadre qui veille à respecter l'enseignement théorique, pratique et dans une logique d'interactivité et de collaboration. Est-ce que cette technologie coûte cher? Par exemple, pour équiper sa classe d'une telle technologie, est-ce qu'il faut prévoir un coût assez élevé? Alors, le coût pour avoir complètement redesigné cette classe, il est d'un peu plus de 300 000 €. 300 000. Voilà, mais quel établissement scolaire peut se le permettre? Alors, oui, c'est peut-être pas destiné à tout le monde, ou en tout cas, ça va être intégré dans une logique financière et budgétaire. Il y a également justement alors c'est les débuts, hein, on pourra, fonction de notre carnet de commandes, à terme, avoir une politique tarifaire peut-être plus agressive, mais en tout cas aujourd'hui, ce prix est le reflet de 5 années de travail, de recherche et développement, d'investissement. Donc, et encore une fois, la logique, en tout cas qui est celle de l'INSEC, c'est de se dire que aujourd'hui, l'INSEC, comme d'autres établissements, sont dans un environnement concurrentiel, international, mondial, et que qu'est-ce qu'on fait ou sur quoi on investit pour justement se démarquer et avoir plus d'étudiants qui frappent à la porte et qui viennent souscrire à un enseignement et à des cours dans une école. Donc, ça peut être une signature pédagogique qui fait que, beaucoup d'étudiants ou d'élèves qui sont en phase de réflexion sur le choix de leurs écoles, vont se décider d'aller à l'INSEC pour justement ce type d'enseignement, pour justement utiliser ce type de technologie. Des fois, on choisit son école et on décide d'investir sur sa formation et sur son école parce qu'il y a des bons professeurs, parce que l'école est bien classée dans les différents classements d'écoles et d'universités. Et aussi parce que, justement, il y a certaines écoles qui renvoient à une image plus moderne, plus proche des nouvelles technologies, des innovations, des entreprises, des laboratoires de recherche. Et donc, ça peut être déterminant dans le choix d'un étudiant. Il peut se dire, oui, je vais à l'INSEC parce qu'il y a une classe du futur, parce que j'ai envie de vivre ce type d'expérience et que ça fait sens compte tenu des enjeux qu'un étudiant peut avoir derrière sur le marché de l'emploi. Alors, est-ce que vous êtes présent en Chine, Pixmarine? Alors, oui, parce qu'on travaille avec la Chine depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Oui, dans notre activité. Alors, tout à fait. Toujours sur notre sujet de prédilection que sont les interfaces homme-machine, on a, comme je vous le disais, une activité de conception et de fabrication de produits et également de distribution. Il faut savoir que certains produits comme la souris dont on parlait, on l'a conçu en France, on l'a designé en France, mais pour être compétitif sur le marché de ce type de produit, on a des partenaires en Chine et on fait fabriquer certains de nos produits en Chine. Voilà. Dernière question, est-ce que la technologie ARC est unique au monde? Écoutez, telle qu'elle est utilisée dans l'enseignement, bien sûr. Hein. Alors, le concept de classe. Je pense qu'on peut demander à vos auditeurs de nous appeler s'ils ont trouvé quelque chose qui fait la même chose. Ouais. En tout cas, le brevet aux États-Unis ne peut être accordé que par
un certain nombre d'experts qui, eux, font un travail d'investigation complet sur des technologies qui peuvent s'approcher de la nôtre. Et quand ils ont pris la décision de nous donner ce brevet, c'est parce qu'ils ont considéré que la technologie était unique. Donc si la technologie est unique, l'usage qu'on peut en faire l'est également. Et donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de classes qui utilisent un tableau interactif de 12 mètres de long, près de 20 mètres carrés, de cette manière-là. Voilà.